La mort de Quentin, 23 ans, la semaine dernière. Quentin a été étudiant en mathématiques, passionné de philosophie, amateur de tennis, et nous en parlons depuis 16 heures. On est avec Max Guazzini. Max, vous avez écrit Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit, Max, ce matin dans ma paroisse, vous avez écrit cela hier, ce matin dans ma paroisse, la messe a été dite pour notre frère Quentin, lâchement assassiné à Lyon. Pourquoi vous avez pris la parole ? D'abord, pauvre Quentin. Pauvre Quentin. C'est terrible ce qui est arrivé. Bon, il était catholique. Il faisait des maraudes dans sa paroisse. Vous savez ce que c'est une maraude ? Si on part le soir, mais je dis pour les auditeurs, en groupe, et on apporte à manger, à boire aux gens qui sont dans la rue. Moi, j'en fais parfois avec l'Ordre de Malte. Et donc, c'est vraiment une action très, très, très solidaire. Et donc, il faisait ça. Donc, c'est quelqu'un qui avait du cœur. C'était un bon catholique. Et c'est normal que dans ma paroisse, le prêtre a dit, cette messe sera dite à l'attention de Quentin. Voilà. Et je veux dire une chose quand même. Ils se sont acharnés à 5, 6 sur une personne. Mais c'est d'une grande lâcheté. Parce que quand on est des hommes, c'est un avec un, quoi. On se bat pas 5, 6 sur un pauvre malheureux, quoi. Donc, qu'on assassine, quoi. Donc, ces gens-là sont des lâches, en plus. Des criminels et des lâches, voilà. Et c'est terrible, parce qu'en plus, Quentin, c'était, je crois, un bon garçon. C'est tout ce que, il n'y a pas eu de rixe, c'est n'importe quoi. Alors, il y a eu des manifestations hier, à Paris, et j'ai vu sur les réseaux, ils ont dit des prières. Ils ont dit « Je vous salue Marie ». Je crois que c'était des gens qui étaient catholiques qui ont fait ça. Et voilà, je salue. Moi, j'ai rien d'autre à dire là-dessus parce que tout a été dit ici dans cette émission. Et donc, je vois pas ce que je peux annoncer. Mais non, pour les catholiques, c'est un jeune catholique qui faisait les pèlerinages. Bon, ce ne sont pas des gens violents, vous savez. Ce sont des gens qui étaient là peut-être pour être présents. Mais pas. Et c'est vrai que bon, ce qu'il y avait dans l'amphithéâtre, ça peut effectivement gêner certaines personnes. Max Guazzini est avec nous sur l'antenne d'Europe 1, il est 17h22. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont il est présenté dans la bulle, dans l'espace médiatique, Quentin. Et il est présenté parfois comme un catholique, même intégriste. Et alors ? Exactement. Et alors, quel est quel est d'ailleurs l'intérêt de le présenter de cette manière-là, comme si en soi c'était un péché. J'étais très frappé. Non, mais il n'était pas intégriste, il était traditionnaliste, c'est pas intégriste. Je ne sais pas pourquoi il était intégriste, il était tout sauf intégriste. Dans les témoignages qu'on avait. Mais c'est toujours pareil, c'est criminaliser la victime, mais la petite idée, et s'il l'avait bien cherché. C'est ce qu'on a entendu sur France Info aussi. C'est honteux, ça donne envie de vomir. Mais bien sûr. De relativiser ce qui est arrivé. Bien sûr. Ces gens-là, finalement, sont des gens que je méprise. Et imaginez si ça avait été l'inverse. Il n'y aurait pas eu de relativisation si c'était l'inverse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on est catholique et de droite, on est automatiquement facho. Et d'ailleurs, on parlait des médias il y a un instant. LCI, vendredi et même samedi matin, c'était extraordinaire. Parce qu'on disait, beaucoup de réactions à l'extrême droite après ce qui s'est passé à Lyon. Et parmi les premières réactions, vous savez qui ? Bruno Retailleau. Donc Bruno Retailleau est donc un politique d'extrême droite, alors que toute sa vie, il a été au RPR ou chez les Républicains. Voilà où on en est aujourd'hui. Moi, je pense que l'Assemblée nationale serait bien avisée de lui rendre hommage et une minute de silence. C'est ce que demandait Eric Ciotti. J'ai pas entendu ce qu'avait dit Eric Ciotti, mais je rejoins alors totalement à cette initiative. C'est une victime d'un système qui met en cause le politique. Voilà. Donc, je pense que l'Assemblée nationale se grandirait à accorder une minute de silence en son hommage. Je rappelle qu'il y en a eu une pour Naël. Il y a eu une minute de silence pour Naël. Et alors, il n'y en a pas pour Quentin. Mais juste sur cette étiquette, quand on s'en prend à la victime, quand on dit c'est un catho intégriste, etc., c'était un homme d'ultra-droite, d'extrême droite. Quand vous avez cette étiquette-là, et donc on l'a vu dans les rues de Lyon jeudi dernier, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis au sens premier du terme. C'est-à-dire que Némésis, en face, les militants d'extrême gauche, ils sont plus féministes là. Là, leur féminisme s'arrête. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller casser la gueule aux jeunes femmes de Némésis. Il n'y a aucun problème ou les prendre par la gorge. Parce qu'elles sont de droite. Tous les coups sont permis. Est-ce que vous voulez qu'on écoute dans l'espace médiatique, et j'entendais ce matin la remarquable chronique, comme tous les jours, de notre ami Laurent Tessier, est-ce que vous voulez qu'on écoute Sylvain Boulouc, qui était présent sur France Info, et qui l'est encore d'ailleurs ces dernières minutes, comme historien spécialiste des radicalités. Écoutez comment il parle de Quentin.
honteux. Que les choses soient claires aussi sur qui est cette personne exactement. Il est sur les lieux de la première conférence. On le retrouve dans la bagarre qui est juste après. L'enquête va nous dire concrètement ça où il fait était. quand même beaucoup d'éléments et on sait qu'il appartient par ailleurs à un nombre de mouvances. Oui, mais qu'il avait un casier vide. Voilà. Non. Par exemple, il dit il est sur les lieux. Non, en fait, tout ce qu'il dit, Monsieur Boulouk, qu'on sort du chapeau régulièrement lorsqu'il y a ce type d'affaires. Alors écoutez ce que dit également Madame Tricot, directrice de la revue Regard, toujours sur France Info. Une grande dame. Hier, Jean-Luc Mélenchon a rappelé un fait qui a été également documenté, c'est que depuis 2022, il y a plus d'une dizaine de personnes qui ont trouvé la mort sous les coups de militants d'extrême droite pour des raisons politiques ou raciales. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut prendre la mesure d'une amplification de la violence et des affrontements, et notamment du côté de l'extrême droite. Là, il y a quelque chose qui vient de se passer qui est absolument catastrophique, absolument dramatique. Ce n'est pas les us et coutumes des gens de la gauche et même de l'extrême gauche. On a dit tout à l'heure, ce sont plutôt, la Jeune Garde est plutôt une organisation qui se veut d'autodéfense, en défense et pas en attaque. La Jeune Garde est une attitude d'autodéfense. Bon, et tout ça est dit sur effectivement les antennes du service public. On a définitivement pour violence volontaire. La Jeune Garde mise en cause dans une agression antisémite. Et là, c'était de l'autodéfense face à Quentin. C'est insupportable. C'est insupportable, mais c'est ainsi. Et la contradiction n'est pas donnée sur les plateaux. En l'occurrence, c'était sur France Info. Et ça continuait encore il y a quelques minutes. Il est 17h26. Nous marquons une pause. Max Guazzini est avec nous. On pourra dire un mot de rugby. Vous avez regardé le match de rugby hier ? Oui, bien sûr. Les deux. Mais l'équipe de France, elle est extraordinaire. Oui, aussi le Stade Français qui a joué contre Toulouse dans un stade archi plein. Mais voilà. Ah oui, mais l'équipe de France qui gagne au Pays de Galles, quand même. L'équipe de France, bravo à Fabien Galtier. On a gagné, on a explosé le Pays de Galles et ça, c'est incroyable. Et le prochain match, je crois qu'on va gagner le tournoi et je crois qu'on va faire le grand chelem. Vous allez voir. 17h27, à tout de suite. Nous sommes toujours avec Sabrina Medjeber, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Christophe Bordet, Olivier Guénec et puis Max Guazzini a tenu à rendre hommage et il l'a fait à Quentin il y a quelques minutes. Je voulais vous faire écouter 2 ou 3 interventions, réactions. D'abord celle de Monsieur Coquerel à l'Assemblée nationale cet après-midi. La rixe, l'affrontement, suivi de l'acharnement sur ce jeune homme par terre par la suite, s'est déroulé à des centaines de mètres de la réunion publique dans laquelle était la conférence dans laquelle était Rima Hassan. Donc moi je ne peux que répéter ce que nous disons depuis le début. Nous n'avons rien à voir avec ce qui s'est passé. Et je dois dire que je trouve particulièrement indécent la récupération politique qui maintenant va jusqu'au gouvernement. Mais la Jeune Garde, au cas où vous le savez, est dissoute. D'accord. Non mais vous savez, vous avez factuellement, la Jeune Garde est dissoute, n'existe plus en tant qu'organisation. Bon, alors après, s'il y a des membres de la Jeune Garde qui ont participé, on ne sait pas comment ils ont participé, on ne sait pas s'ils ont participé, le procureur n'a pas répondu. Si c'est le cas, je vous répondrai, mais dans tous les cas, je vous le dis, et j'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il y a un collaborateur de Raphaël Arnaud qui a de toute façon décidé de se retirer de son rôle de collaborateur tout en niant toute implication dans la mort de ce jeune homme. Bon voilà, je prends acte, j'écoute. Il se retire, mais il n'a pas effectivement de responsabilité. C'est-à-dire que Yael Braun-Pivet lui interdit l'accès à l'Assemblée nationale. Il se retire. Mediapart, qui n'est pas connu pour être un journal d'extrême droite, dit qu'il était sur place, mais la France Insoumise n'a aucun lien avec ce qui s'est passé. Et il dit ça s'est passé à des centaines de mètres de la conférence de Rima Hassan. Première phrase du procureur de la République, vous l'avez entendu sur Europe 1, en marge d'une conférence de Rima Hassan à Sciences Po. Première phrase du procureur de la République. Écoutons à présent Gérald Darmanin parce que hier il parlait effectivement du lien qui peut exister entre la France insoumise et ce drame. Je pense qu'il y a une complaisance de la France insoumise, de partis extrêmes en général, pour la violence politique et de faire semblant de ne pas voir que les mots tuent. Au commencement était le verbe, mais les mots peuvent tuer. Des esprits simples, des esprits radicalisés peuvent utiliser ces mots pour intervenir dans le champ physique et assassiner, violenter, menacer. Et donc il faut urgemment que la France, qui a besoin de quiétude, de calme, notamment dans la discussion politique, puisse faire comprendre à ses dirigeants politiques, à M. Mélenchon, c'est vrai, mais c'est vrai bien évidemment de tous les partis extrêmes, que la violence dans les mots, la violence sur les réseaux sociaux mène à la mort parfois.
Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est exprimé également et il renverse, d'une certaine manière, la situation, puisqu'il dit « c'est nous qui sommes agressés ». Que ce soit bien clair, c'est nous qui sommes agressés, réunion après réunion, par des gens qui s'appellent tantôt Némésis, tantôt Nous Vivrons, et qui viennent dans les salles pousser des cris, se rouler par terre, essayer de prendre des coups, et à chaque fois nous les repoussons en nous moquant d'eux. Et c'est eux qui vont d'un plateau de télé à l'autre en disant « c'est odieux, on nous a assassinés ». Tous les récits qui ont été faits dans les heures qui ont suivi n'ont aucun rapport avec la réalité. En tout cas, il faut oser quand même dire cette phrase. Hein. Oui. C'est nous qui sommes agressés. Mais parce qu'il y a des happenings dans les meetings. Alors, des happenings, il y en a dans tous les côtés. Hein, parce que moi, je me souviens du happening de SOS Racisme aussi au meeting d'Éric Zemmour. J'ai suivi la campagne d'Éric Zemmour. Il était pourchassé par les antifas. Je me souviens de scènes à Nantes devant le Zénith qui étaient proprement hallucinantes. Donc, si on parle de perturbation de meetings politiques, il n'y a pas que des happenings dans les meetings de la France Insoumise. Hein. Sandrine Rousseau, députée écologiste, elle était ce matin sur France Info, nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de dire de manière factuelle les antifascistes ont tué. Aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Peut-être pourrons-nous le dire. Sous-entend le ministre de l'Intérieur. Oui, et il le sous-entend. France 2, il le sous-entend. Garde inconditionnel, mais tout le monde sous-entend plein de choses. Tout le monde sous-entend plein de choses. Il dit manifestement l'ultra-gauche était à la manœuvre. C'est plus qu'un sous-entendu. Oui, et il le dit. Aujourd'hui, à ce que je sache, il est ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. Ils ne sont pas en charge de l'enquête. Donc, le parquet a été extrêmement prudent. Elsa Fossillon, enfin, députée du Parti communiste, elle était hier sur France 3, voici ce qu'elle disait. C'est l'instrumentalisation dont je parlais. On a besoin que l'enquête permette d'établir les faits. Et pour connaître Raphaël Arnaud et son combat antifasciste, il a toujours appelé à la non-violence et au pacifisme. Donc je souhaite que la lumière puisse dire, et lui-même d'ailleurs, a dit qu'il souhaitait que l'enquête puisse établir les faits pour voir faire au sein du mouvement qu'il a créé. Mais pour vous, la Jeune Garde n'a pas de raison d'être dissoute? Pas pour le moment en tout cas, d'accord. En tout cas, je pense qu'il y a besoin dans ce pays de militants antifascistes, que c'est essentiel, comme il y en a besoin à travers le monde. Mais je le répète, je pense que ce combat antifasciste ne se mène pas sur le terrain de l'extrême droite, qui est celui de la violence. Et Raphaël Arnaud, on rappelle, a été condamné, mais le journaliste ne l'a... C'est exactement ce que j'allais vous dire. Le Raphaël Arnaud est condamné définitivement pour violence volontaire, et le journaliste... Déjà, prendre des leçons de pacifisme et de non-violence de la part du communisme, ça manque pas de sel, parce qu'un jour, il faudra qu'il se regarde dans une glace. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui, il n'y a pas un parti qui oserait s'appeler le parti fasciste français. Pourtant, on a un parti communiste français. Le bilan à travers le monde, citez-moi une démocratie communiste. Hein. Ça n'existe pas. Donc, oxymore. Voilà. Donc, j'aime bien quand ils viennent faire la leçon de pacifisme, en plus en parlant de Raphaël Arnaud, qui est un homme violent. Il a été condamné pour ça par la justice. Son mouvement est mis en cause dans une agression antisémite encore à l'heure où on se parle. Il y a un privilège rouge, mais il y a aussi une histoire française. Et cette histoire, il faut aussi la raconter. Pourquoi tout cela existe? Pourquoi le gauchisme intellectuel, culturel existe en France depuis 1945? C'est une raison assez simple. Tous les intellectuels se sont fourvoyés durant la collaboration. Toute la presse s'est fourvoyée. Et après, sur l'URSS, sur Mao... Oui, mais attendez... Toute la presse française s'est fourvoyée durant la période de l'occupation, à tel point que ces journaux ont été interdits. Les grands journaux de l'avant-guerre, c'était Paris Soir et Le Petit Parisien. Ces journaux ne sont pas repartis en 1945. Il n'y a que Le Figaro qui est reparti. Et une nouvelle presse est arrivée, une presse dite de la résistance. De Gaulle a voulu épurer la presse. Et des gens comme Colette, des gens comme Guitry, des gens comme Bergson, des gens comme... beaucoup de gens s'étaient fourvoyés, des gens comme Cocteau, comme Jean Anouilh. Tout ça, et s'était un peu fourvoyé pendant la guerre. Non, mais ça, c'est après. Parce que ça, c'était... Ils se sont fourvoyés pendant la guerre. Et donc, arrive en 1945... Sartre, ce qu'on a appelé les compagnons de route du Parti communiste, et imposent leur magistère culturel avec des gens, vous l'avez dit, comme Montand, avec des gens comme Sartre, avec des gens comme Gérard Philippe, avec des gens comme Bourdieu, etc., et qui vont imposer une domination
culturelle de laquelle nous ne sommes pas sortis. Simplement, la différence avec les années 60, 70, 80, c'est qu'il y avait quand même des gens de talent. Sartre avait du talent, Montand avait du talent, toutes ces figures de proue avaient du talent, alors qu'aujourd'hui, les gens qui sont là, c'est que les Monsieur Boulouk ou ces quelques intellectuels qui écrivent une tribune dans Le Monde ou dans les pages de débat du Monde, comme disait ce matin Philippe Val sur l'antenne, et il avait bien raison. Et le niveau moyen des députés LFI. Et le niveau moyen. Donc il y a aussi une raison historique française qui montre la domination de la gauche culturelle depuis 80 ans. Vous avez raison, cher Pascal. Lorsqu'on entend les témoignages de Sandrine Rousseau, on se dit pourquoi ils veulent relativiser l'indéfendable. En fait, c'est indéfendable cette situation. Sabrina Medjaber qui peut parler. Je suis une personne disciplinée. Vous avez raison sur le magistère moral, de la sphère médiatique, tout ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a une hybridation entre ce magistère moral, du gauchisme culturel, et le négationnisme du réel. C'est ça le problème que l'on observe aujourd'hui dans les médias, c'est que malgré la présentation des faits et de la réalité, vous avez une solidarité des institutions politiques qui agrègent justement, ou qui s'agrègent pour contrer la réalité et accuser tous ceux qui défendent justement les victimes de la réalité subie d'être d'extrême droite. Et quand on parle de violence politique, quand on voit le bandeau par exemple tout à l'heure de France Info, ultra-droite versus ultra-gauche. Alors déjà, je rappelle que France Info avait qualifié d'otages palestiniens les terroristes du Hamas qui étaient emprisonnés. Donc déjà, en termes de falsification de la réalité, France Info est une chaîne bien garnie. Mais il y a une solidarité dans le négationnisme du réel. Et bon, j'ai pas le temps d'en dire plus, mais il y a beaucoup à dire. C'est intéressant. Il y a beaucoup à dire. Comme il nous reste que quelques minutes, on va essayer d'avoir un peu plus de légèreté. Je vois Monsieur Olivier Guénec, qui est un personnage important de notre petit théâtre, qui n'a pas parlé.